Bienvenue chers explorateurs et chères exploratrices de la psyché ou en passe de le devenir. Aujourd'hui nous ouvrons ensemble une porte universelle, celle du rêve. Car quel que soit notre âge, notre culture ou notre époque, nous rêvons tous. C'est une expérience commune, intime et pourtant mystérieuse. Chaque nuit, qu'on s'en souvienne ou non, notre esprit tisse des images, des histoires presque absurdes parfois, et même bouleversantes ou encore prophétiques. Alors pourquoi rêvons-nous? À quoi servent les rêves? Sont-ils de simples résidus biologiques, des éclats de mémoire qui se réorganisent, ou bien portent-ils un sens plus profond, un langage secret de l'âme qui cherche à entrer en dialogue avec nous? Depuis la nuit des temps, les rêves fascinent, ils ont inspiré des décisions politiques, des créations artistiques, des découvertes scientifiques. Ils ont aussi guidé des peuples entiers dans leurs traditions spirituelles, de l'Antiquité grecque aux rituels chamaniques et des textes sacrés aux contes populaires. Mon intention aujourd'hui est très simple, poser le rêve comme un langage universel de l'inconscient. Commun à toute l'humanité, un langage qui relie le plus intime de notre être aux images les plus anciennes et les plus universelles. Une langue qui ne s'apprend pas dans les livres, mais qui se vit chaque nuit dans le silence de notre sommeil. Alors ouvrons ensemble cette porte, celle du rêve comme première étape, comme porte d'entrée vers le grand voyage intérieur. C'est parti sans plus attendre. Tout le monde rêve, même si l'on croit parfois ne pas rêver. Le simple fait de dormir entraîne notre esprit dans ce monde d'images, de scènes et de symboles. Si certains se réveillent chaque matin avec des souvenirs précis, d'autres n'ont qu'une impression fugace ou parfois rien du tout. Pourtant, les recherches scientifiques l'ont montré. Le rêve est universel et nous rêvons tous, qu'on s'en rappelle ou non. Et ce phénomène ne s'arrête pas aux frontières de l'humain. Les animaux aussi rêvent. Qui n'a jamais observé un chien endormi, sa patte qui bouge, ses paupières qui tressaillent, comme s'il poursuivait une aventure dans son sommeil. Les chats, les chevaux, les oiseaux même, tous montrent des signes de rêve. C'est une preuve supplémentaire que le rêve est une fonction vitale inscrite au cœur du vivant. À travers l'histoire, les rêves ont traversé toutes les cultures et toutes les époques. Dans l'Antiquité grecque, ils étaient interprétés dans les temples d'Esclépios, d'Esculape si vous préférez, où les malades venaient dormir pour recevoir en songe une vision de guérison. Dans les traditions chamaniques, les rêves sont considérés comme des portes vers d'autres mondes, des espaces de rencontre avec les grands esprits, les esprits et les ancêtres. Dans la Bible, dans le Coran, dans d'innombrables textes sacrés, les rêves apparaissent comme des messages divins, des avertissements ou des révélations. Et jusque dans l'histoire moderne, certains rêves ont influencé des découvertes scientifiques, des créations artistiques ou même des décisions politiques. Je pense notamment à la formule de Poincaré qui a été découverte en rêve. En une fraction de seconde, elle fut rêvée, et il fut beaucoup de temps au réveil pour pouvoir l'expliquer. Le rêve est donc un terrain d'égalité. Peu importe notre culture, notre âge, notre statut social, chaque nuit nous avons tous accès à ce langage intérieur. Les rois comme les mendiants, les enfants comme les vieillards, et les femmes comme les hommes, tous partagent cette expérience mystérieuse. C'est peut-être cela qui rend le rêve si précieux. Il est une porte qui ne s'achète pas, qui ne dépend pas de notre position dans le monde. Chaque être vivant porte en lui ce théâtre nocturne où se rejoue nuit après nuit l'histoire secrète de l'âme. Allons voir notre deuxième partie, le rêve en psychologie. Quand on s'intéresse à la psychologie moderne, impossible de parler du rêve sans évoquer Sigmund Freud et Carl Gustav Jung. Commençons par Freud d'abord. Pour lui, le rêve est la voie royale vers l'inconscient, mais il l'entendait dans une perspective pulsionnelle. Les rêves seraient l'expression déguisée de désirs refoulés, souvent d'ordre sexuel ou agressif. Le rêve, disait-il, est comme un théâtre intérieur où se joue ce que la conscience ne peut pas accepter en pleine lumière. Ainsi, il analysait chaque élément onirique comme un symbole à traduire, une énigme à résoudre, pour retrouver le désir caché derrière l'image. Freud a ouvert une porte immense, il a montré que le rêve n'était pas un hasard, mais qu'il contenait un sens. Carl Gustav Jung, ensuite, lui, va reprendre cette intuition, mais l'élargir considérablement. Pour Jung, le rêve n'est pas seulement le déguisement d'un désir refoulé, il est un langage symbolique, spontané, qui cherche à rétablir l'équilibre de la psyché. Chaque image onirique est une tentative de l'inconscient pour dialoguer avec le conscient, avec nous, la personnalité, le moi, pour nous montrer ce qui manque, ce qui est trop, ce qui se transforme et ce qui doit se transformer.
Là où Freud voyait une censure ou un masque, Jung voyait un guide et un message. C'est ainsi que Carl Gustav Jung a introduit des notions essentielles. Les complexes, ces noyaux affectifs autonomes presque comme des petites personnalités intérieures, qui peuvent prendre forme dans nos rêves, ensuite les archétypes, ces grandes images universelles, les images primordiales plutôt, le héros, l'ombre, la mère, l'enfant divin, le mentor, qui apparaissent dans les rêves de chacun et qui relient l'expérience individuelle à une mémoire collective. Également le soi, ce centre plus vaste que le moi, cette totalité qui englobe conscient et inconscient et qui cherche à se manifester à travers nos rêves comme une force d'unification. Dans cette perspective, le rêve n'est pas qu'un produit du cerveau ou une décharge aléatoire de neurones, il est porteur de sens. Il est une tentative de guidance, parfois même de guérison. De nombreux analystes, après Jung et pendant Jung, comme Marie-Louise von Franz, Barbara Anna ou Édouard Edinger, ont montré à quel point les rêves pouvaient accompagner un processus thérapeutique. Certains rêves révèlent nos conflits intérieurs, d'autres annoncent une transformation à venir. Certains nous confrontent à notre ombre et d'autres élèvent vers une dimension spirituelle. On peut dire que le rêve est à la fois un miroir et une boussole. Un miroir parce qu'il reflète ce que nous sommes, y compris ce que nous ignorons de nous-mêmes, et une boussole parce qu'il nous oriente vers qui nous pourrions devenir. Ainsi, entre Freud et Jung, le rêve est passé d'un simple exutoire de désirs refoulés à une véritable porte d'entrée vers le voyage intérieur, à ce qui nous relie à plus grand que nous. Et c'est dans cette perspective symbolique profonde que nous allons continuer notre exploration. Nous voici dans notre troisième partie, le rêve comme miroir personnel et universel. Chaque rêveur apporte d'abord ses propres associations personnelles. Une maison en rêve pour l'un, c'est peut-être la maison de son enfance, remplie de souvenirs et d'odeurs. Pour un autre, c'est celui d'un lieu de sécurité, ou au contraire, une prison où il se sent enfermé. Le rêve dans sa première couche, si je peux dire, parle toujours à partir de notre histoire intime, de nos expériences et de nos émotions personnelles. Mais ce n'est pas tout, chaque image onirique résonne aussi avec des symboles collectifs qui dépassent l'individu. Quand on rêve d'une maison, on touche aussi à l'image archétypique de l'habitation intérieure, ce lieu qui représente notre psyché, avec ses étages, ses fondations, ses pièces cachées. Jung racontait d'ailleurs son propre rêve d'une maison à plusieurs étages qui l'a conduit à formuler la structure de l'inconscient collectif. C'est là la beauté du rêve, et il se déploie toujours à deux niveaux, le personnel et le collectif, l'intime et l'universel. Une image peut être profondément marquée par notre histoire singulière et en même temps s'inscrire dans un réseau de symboles qui traverse toute l'humanité. C'est pour cela qu'on retrouve souvent les mêmes motifs dans les rêves, les mythes et les contes. L'enfant perdu dans la forêt, le dragon à affronter, la chute vertigineuse, la quête de lumière, ces images nous apparaissent individuellement, mais elles appartiennent aussi à un grand trésor de l'humanité. Le rêve est donc un pont entre nos vies quotidiennes, avec ses émotions, ses blessures, ses désirs, et une dimension plus vaste où nous touchons aux grandes figures collectives. À travers le rêve, notre psyché privée dialogue avec l'âme du monde. C'est cette double dimension qui rend l'analyse des rêves si précieuse. Elle ne nous enferme pas dans notre petite histoire personnelle, elle nous relie aussi à une histoire plus grande, celle de l'humanité tout entière. Et vient le sujet et même le titre de ce podcast, alors pourquoi rêvons-nous ? Qu'est-ce que notre psyché cherche à faire nuit après nuit en nous entraînant dans ces scénarios parfois étranges, parfois bouleversants ? La première fonction du rêve, c'est d'équilibrer la psyché. Lorsque nous sommes trop pris par un rôle, une émotion, une situation, l'inconscient envoie un message pour rétablir la balance. Par exemple, une personne trop rationnelle pourra rêver d'une vague immense, symbole d'une émotion débordante qu'il néglige. Quelqu'un de trop passif pourra rêver d'un incendie ou d'un combat. Le rêve agit comme un régulateur intérieur. Il compense ce que la conscience néglige ou refoule. Deuxième fonction, c'est élargir la conscience. Le rêve nous fait découvrir des parties de nous-mêmes que nous ne connaissons pas encore, voire plus tard l'ombre. Il nous initie à de nouveaux potentiels, à des capacités enfouies, à des facettes de notre personnalité qui attendent d'être reconnues. Rêver, c'est parfois entrer en contact avec une sagesse ou une créativité qui dépasse notre moi habituel.
Par moi habituel, j'entends la personnalité actuelle. La troisième fonction, c'est de guider. Certains rêves montrent une direction intérieure, presque comme une carte symbolique, c'est très clair. Parfois, ils annoncent des changements importants avant même que la conscience les perçoive. Il arrive aussi qu'ils aient une dimension prophétique, non pas au sens de prédire l'avenir de manière magique, mais au sens de révéler une orientation que notre âme connaît déjà. Ils nous disent « va par là, va dans telle direction ». Et enfin, les rêves peuvent aussi guérir. Ils offrent des expériences symboliques qui réparent, soulagent ou transforment. Par exemple, une personne endeuillée peut revoir en rêve un proche disparu et en recevoir un apaisement que la parole seule ne suffit pas à donner, ainsi que le temps. D'autres rêves mettent en scène des réconciliations, des guérisons symboliques, des libérations profondes qui ont un impact réel sur notre état intérieur. Ce qui est rêvé est réel. Ainsi, rêver n'est pas une perte de temps ni un simple jeu du cerveau, c'est une fonction essentielle de notre psyché. Les rêves équilibrent, élargissent, guident et guérissent. Ils sont comme un dialogue permanent entre le conscient et l'inconscient, une respiration de l'âme qui nous aide à rester vivants, entiers et en chemin vers plus de vérité intérieure. Nous arrivons au terme de ce voyage, et s'il y a une idée à retenir, c'est celle-ci, le rêve n'est pas un hasard biologique, il est une boussole intérieure. Chaque nuit, notre inconscient nous envoie des images pour équilibrer, pour élargir, pour guider et même pour guérir. Le rêve n'est pas une fantaisie inutile, mais un langage et un outil précieux, une voie d'accès direct à ce qu'il y a de plus vivant en nous. Dans les prochains épisodes, nous entrerons plus en détail dans ce langage symbolique et dans ce que les rêves cherchent à nous dire. Nous explorerons ensemble les archétypes, les symboles récurrents, mais aussi la manière dont chacun peut apprendre et dialoguer avec ses propres images intérieures. Alors d'ici là, portez attention à vos rêves, notez-les, observez-les, accueillez-les, même s'ils paraissent étranges ou déroutants, ils contiennent souvent plus de vérité que 1000 discours. Et si tu veux déjà aller décrypter certains archétypes, dans ce cas-là, je t'invite à aller regarder mon livre L'Odyssée des archétypes, volumes 1 et 2, pour commencer aussi une approche douce. Je te remercie pour ton écoute, pour ton soutien, pour ton attention, pour ta présence. On se dit à très bientôt. Et n'oublie pas, raconte-moi tes rêves, et je te dirai qui tu es.